Alors bon, c'est un moment un peu difficile dans la journée parce que à la fois énormément de choses ont été dites et chaque fois j'aurais presque pu cocher des choses en disant ben voilà, peut-être que ça je voudrais le dire différemment ou ça a déjà été abordé, donc je vous garantis pas que ce sera forcément complètement original, mais ça permettra peut-être de regarder avec un regard un peu différent certains des points qu'on a déjà un peu évoqués. Et comme j'ai compris que c'était un peu des codes de la journée, il y aura un slide avec une voiture et il y aura un Mechanical Turk, et là j'étais assez content de correspondre un peu à ce code non dit, mais qui montre peut-être aussi qu'il y a des effets de concentration qui sont à la fois intéressants à observer, mais peut-être qui doivent nous mettre aussi la puce à l'oreille, c'est-à-dire est-ce qu'on ne devrait pas trouver les moyens de diversifier les exemples, de réfléchir à tout ça. En tout cas, je prends pour moi cette réflexion. Et pour dire un des points de départ de ce que je vais vous dire aujourd'hui, remonte au début des années 90. Harry Collins, qui est un spécialiste de la sociologie de la connaissance, s'intéressait déjà, il n'était pas le premier bien évidemment, au rapport entre les machines intelligentes et les experts. Et notamment à ces tensions qu'il pouvait avoir entre différentes formes de savoir. Donc c'est ça cette question qu'il soulevait. Et dans sa conclusion, il citait alors cette phrase célèbre de Turing de 1950, je cite, « Je crois qu'à la fin du siècle, l'usage, les mots et l'éducation de l'opinion générale auront tant changé que l'on pourra parler de machines pensantes sans s'attendre à être contredit. » Et par rapport à ces citations quasi canoniques, Harry Collins identifie 4 voies qui peuvent mener à une telle situation. La première de ces voies, c'est que les machines nous imitent de mieux en mieux. La deuxième, c'est que nous devenons de plus en plus tolérants vis-à-vis des machines. La troisième, c'est que nous nous mettons à nous conduire nous-mêmes de plus en plus comme des machines. Et finalement, la quatrième, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes ressemble de plus en plus à celle que nous avons des machines. Et pourquoi ça fait écho avec ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup parlé du rapport entre humain et dispositif technique, et de savoir où se trouve l'humain, qu'est-ce qu'il en prend, mais il y a sans doute aussi une dimension performative. À trop fréquenter les machines ou les intelligences artificielles, est-ce que nous serons toujours les mêmes? Est-ce que c'est un problème? Ce sont des questions qui sont ouvertes, mais que je trouve qui encadrent un peu la thématique qu'on peut souhaiter aborder en s'intéressant aux intelligences artificielles. Et il dit aussi une autre chose un peu plus, alors ça c'est au début de son livre, mais qui va nous ramener à des sujets que nous avons traités. Il dit aussi qu'une machine intelligente, elle peut être une machine intelligente même si elle ne fonctionne pas. Il suffit, pour qu'une machine ressemble à une machine intelligente qui marche, il suffit qu'elle interagisse avec des humains qui en compensent les défauts. Et ça fait un lien direct avec cette idée qu'en définitive, une machine qui marche, c'est parce que peut-être il faudrait définir les critères de ce que ça veut dire qu'elle fonctionne, mais en l'occurrence, souvent, il y a des acteurs humains, on en a vu un certain nombre, et j'y reviendrai, qui s'assurent que ça fonctionne d'une certaine manière, mais c'est ces rôles-là qui me paraissent aussi intéressants. Qu'est-ce que ça veut dire faire fonctionner une machine? Je vais y revenir largement. Ça permet aussi, ça je le dis très rapidement parce que ça a été amplement cité, de dépasser peut-être cette implication existante des humains dans le fonctionnement des machines, hein, avant même l'intelligence artificielle. Ça permet aussi de dédramatiser d'une certaine manière cette opposition entre technologie et humain d'un côté. On l'a vu avec de multiples exemples que cette dichotomie, elle ne tient pas, ou en tout cas elle est difficile à faire tenir quand on observe un peu finement ce qui se passe, et qu'il y a justement des enjeux de faire tenir ensemble des humains et des dispositifs techniques qui sont intéressants à observer. Et c'est aussi souvent un discours que l'on propose par rapport au futur, et on a eu beaucoup d'exemples aujourd'hui pour nous montrer que c'est déjà aujourd'hui que ce travail s'opère. Alors, il y a différentes manières d'aborder cette question du rapport entre les humains et les algorithmes. On pourrait s'intéresser à la question de la conception, effectivement, et il y a bien évidemment une sociologie qui s'intéresse à ça. Mais moi, ce que je vous propose de regarder aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu évoqué, c'est justement ces formes collectives ou individuelles de sociales qui sont mobilisées pour faire fonctionner ces algorithmes. Le type d'alignement que les algorithmes vont
proposer à un certain nombre d'acteurs pour qu'ils fonctionnent, que tous fonctionnent comme ils le souhaitent. Et donc ces alignements des acteurs humains à l'intersection de dispositifs techniques, elle me paraît intéressante non pas pour pouvoir faire de l'acteur network theory, mais pour vraiment identifier quelle est la place, la fonction de ces capsules humaines à l'intérieur d'un dispositif d'intelligence artificielle. Alors, je vais prendre un exemple pour commencer qui date de 2016 et qui est l'exemple d'un échec, mais qui est, d'après moi, aussi assez révélateur, une tentative de faire échanger aussi librement que possible une intelligence artificielle et un collectif d'humains. C'est Microsoft qui s'est lancé, alors c'est un cas bien connu, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, c'est un bot, Tai, oui, c'est le nom du bot, qui va être mis en communication sur les réseaux sociaux avec la population des réseaux sociaux, dans laquelle il y a peut-être souvent aussi de nombreux autres robots. Ça, c'est encore une autre question fascinante. Et ce qui va se passer, et qui a fait la une de l'actualité, c'est qu'en moins de 24 heures et 90 000 tweets, ce dispositif est devenu raciste, xénophobe, enfin voilà, quoi, je veux dire, misogyne, et tout ce que vous pouvez imaginer de plus horrible, parce qu'il avait été socialisé par une horde sauvage, on peut le dire, des contributeurs d'Internet. Alors, il ne faut pas... J'allais dire, certains y ont vu le fait que c'était simplement le miroir de ce qui se passait sur Internet, c'est peut-être un peu rapide. Il faudrait voir comment la fonction, notamment ventriloque du bot, a été utilisée par un certain nombre d'acteurs pour lui faire dire directement des choses, se cacher derrière l'apparence du robot, mais pour lui faire évoquer un certain nombre de choses. Mais toujours est-il que ça participe aussi d'une forme de naïveté, on pourrait dire peut-être des concepteurs de ce système, d'imaginer qu'il y avait un espèce de bain de foule aurait suffi à socialiser le robot. Que cette intelligence collective, pas collective justement pas, cette intelligence artificielle aurait eu les capacités de bénéficier justement de ces apports collectifs pour être mieux à même d'interagir avec les humains. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que c'est presque le degré zéro de la volonté du capture du social, c'est-à-dire c'est une invitation à un dialogue entre un dispositif automatisé et des humains, en disant que voilà, de cela va émerger peut-être un dispositif plus efficace, plus pertinent. On pourrait prendre différents critères par rapport à ça. Ça nous renvoie, et c'est ça que je trouve intéressant, peut-être d'élargir la perspective et d'essayer de considérer dans notre société l'ensemble des points de contact qu'il y a entre des dispositifs de captation de nos contributions en tant qu'humains et les plateformes qu'on a évoquées et les différentes intelligences artificielles. On peut ici bien évidemment penser à un autre registre des promesses autour de l'Internet des objets qui multiplie le nombre de ces points de collecte d'informations ou la manière dont on est équipé. On peut aussi penser ici à nos usages, disons les plus entre guillemets triviaux. Je ne sais pas qui parmi vous dans la salle serait d'accord de passer 1 heure 20 minutes par jour à répondre à un questionnaire. Et d'une certaine manière, c'est la moyenne de l'usage des réseaux sociaux en France l'année dernière. Et si on extrait, cette fois, on s'extrait d'un regard sociologique des pratiques sociales en ligne, mais d'un point de vue technique, en fait, c'est chaque personne qui passe autant de temps à nourrir, disons, cette base de données à ciel ouvert que sont les réseaux sociaux, dont on voit quotidiennement les remous dans l'actualité. Alors il y a une vision un peu dramatique qu'on pourrait donner de cette première manière de faire coexister humains et robots. Voilà, c'est le film Matrix de 1999, où les humains sont à l'intérieur de ces capsules-là, ils n'interagissent pas du tout avec le système, ils sont juste là pour lui donner sont une source d'énergie, simplement. C'est des piles humaines qui vont d'une certaine manière permettre à la simulation d'exister. Et ce serait un peu, là aussi, un degré minimal de la manière que nous avons d'influencer, de donner des informations, de participer à ces informations dont sont friandes les intelligences artificielles. Alors, bien évidemment, ça c'est minimal, parce que c'est juste, c'est pas si anodin que ça, parce que ça participe d'énormément de nos activités, mais d'un autre côté, on est juste dans une forme de capture, quasiment en direct, qui va être bien évidemment retravaillée en fonction de différents processus.
Mais ce qu'on va voir apparaître aussi rapidement, et ça a été mentionné tout à l'heure, c'est cette question de the human in the loop, c'est-à-dire cette question de à quel moment l'humain apparaît dans le traitement de l'information qui est destiné à une intelligence artificielle, à quel moment il devient pas seulement l'émetteur de données qui vont être digitalisées et traduites, mais il est lui aussi partie prenante des transformations de ces données. Un exemple il y en a beaucoup, hein, mais notamment autour des algorithmes de Facebook, il y avait des tentatives qui ont été faites. Alors, il y a eu différents moments de cette histoire dans lesquels je ne vais pas forcément entrer ici en détail, mais à un moment, par exemple, ici, c'est le Guardian qui cite « Facebook fires stranding team and algorithm without human goes crazy ». C'est-à-dire que c'est un révélateur du fait que, alors il y a toute une histoire de la manière dont Facebook a essayé de faire un certain nombre d'opérations sur les trends. D'abord en la confiant à une équipe d'humains qui faisait presque à l'infini des micro-tâches de remise en conformité ou de rapprochement sémantique des différents termes, d'écarter des choses qui étaient considérées comme pas pertinentes pour essayer de produire du sens pour les utilisateurs. Après, on a considéré que c'était quelque chose qui était problématique parce que justement c'était des humains et qu'ils étaient sujets à avoir des opinions et des opinions politiques. Donc on a eu une deuxième phase où on a pensé que l'algorithme pouvait être une garantie. On a aussi développé un modèle hybride où l'un pouvait contrer l'autre. Et dans une tentative un peu de radicaliser cette volonté de donner l'illusion peut-être d'une forme de neutralité technologique, il y a même la volonté d'éradiquer les humains. Ça rejoint un des points qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais ça ne marche pas aussi facilement que ça. C'est-à-dire que ça veut dire aussi que par rapport aux intelligences artificielles, l'humain, et ça a été évoqué ici à plusieurs reprises, l'humain reste nécessaire. Ça pose aussi une question plus fondamentale, c'est quelle est la nature des ingrédients épistémiques qu'apporte l'humain. Quelle est la spécificité de ce qu'apporte un humain à un dispositif. Et c'est pas si... Enfin, on pourrait ici débattre assez longuement, est-ce qu'il y a des choses qui échappent, qui sont de l'ordre de l'humain et qui échappent à la question de la digitalisation, de la transmission. Et si c'est le cas, quelle est la nature de ces éléments-là? À quel moment on sortirait, disons, des capacités de capture ou de récupération de ces éléments. Alors ça, c'est des débats qui restent sans doute ouverts, mais on voit que la frontière continue à avancer. Enfin, j'anticipe un peu, mais souvent dans des compétences qui ont été reconnues comme étant spécifiques de l'humain, de la dernière vague, parce qu'elles évoluent, comme ça a été dit, aussi assez régulièrement. Il y avait par exemple la capacité à faire du storytelling, mais on a beaucoup maintenant d'algorithmes qui prétendent produire aussi des histoires. La question de résoudre de manière collective des problèmes qui aurait été une des valeurs refuges, si on peut dire comme ça, des contributions de l'humain, mais là aussi, des fois, c'est pas si évident que ça. Et on a des catégories comme l'empathie. Voilà, ce serait un des endroits où la spécificité de l'humain serait préservée parce que les dispositifs techniques ne seraient pas capables de ressentir justement tous les enjeux qui sont liés à l'expression de l'empathie. Ça montre, enfin là, je ne vais pas ici entrer trop dans les détails, mais mon point est de dire que ces frontières, elles fluctuent et qu'en creux souvent de ces dispositifs de capture, il y a à la fois une description de ce à quoi l'humain peut contribuer et donc en définitive aussi une définition en creux de ce que c'est que l'humain et de la manière dont on peut s'en emparer ou au contraire on peut lui déléguer un certain nombre d'opérations dont il reste l'utilisateur le plus efficace. Alors je vais passer très vite parce qu'on a abordé déjà largement cette question-là de manière fascinante sur la question du crowdsourcing, mais je vais l'aborder peut-être par la bande. Effectivement, une des solutions pour produire des informations, faire produire des informations par les humains, c'est ces plateformes de ces plateformes de distribution de multiples tâches. On parle même de human in the cloud, d'une certaine manière, pour traduire cet effet que l'humain en masse devient une ressource presque comme une autre, c'est-à-dire qu'il est exploitable comme le cloud computing qui a fait Flores depuis quelques années. Donc, et d'une certaine manière, on va mettre l'humain dans ce dispositif avec différentes conséquences par rapport à ça. Je ne vais pas ici redévelopper l'ensemble des enjeux, mais ce qui est quand même intéressant, je veux juste le préciser parce que c'est en écho avec la discussion qu'on a eue à l'instant, c'est qu'effectivement, il y a des articles produits par des gens des computer science qui sont assez fascinants parce qu'ils s'étonnent de découvrir que
ces acteurs humains qui sont mis dans des alvéoles, ils ont un social, ils ont des liens sociaux, ils collaborent des fois entre eux en amont et en dépit et en dehors des tâches qui leur auraient été données. Et c'est assez fascinant de voir cette découverte du social par le truchement des yeux des computer scientists qui, eux, s'intéressent à faire du crowdsourcing efficace. Et ça pose aussi une question, à mon avis, qui est fondamentale. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le crowdsourcing? Alors, on peut débattre sur la question, effectivement, est-ce que c'est une forme de travail spécifique? Est-ce que c'est du travail? À partir de quel moment s'expriment justement ces enjeux aussi de rapport de pouvoir? Puis, il y a aussi un autre enjeu qui est la forme même, souvent, que prend le crowdsourcing, c'est-à-dire le type de tâches, le découpage des tâches qu'on va assister à des humains. Si vous avez un bel exemple, alors ce n'est pas du crowdsourcing, hein, c'est une expérimentation qui a été faite pendant la guerre par un spécialiste behavioriste qui se demandait si on ne pouvait pas faire un système de guidage de missiles avec des pigeons. Il suffisait de mettre un pigeon à l'intérieur de cette bombe et de l'entraîner, alors pendant quelques sessions auparavant, à reconnaître les bateaux, la forme des bateaux, et qu'il picore la forme des bateaux parce que ça lui donne des graines, et ce faisant, il agit sur le fonctionnement de la fusée, et il va en direction du bateau. Et ça marche. Enfin, en tout cas, jusqu'au moment où l'armée a renoncé à financer ces projets parce qu'on était en train de découvrir des guidages justement électroniques. Une première peut-être victime, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, de l'automatisation, c'est peut-être des centaines de pigeons qu'on a extraits de cette possibilité, qu'ils soient mis à l'intérieur de la machine et exploités alors c'est pas des micro-tâches, mais quand même, si. Enfin, moi, en voyant cet exemple-là, je ne peux pas ne pas penser à ces millions d'humains qui passent des fois des journées à identifier des visages sur des images, des situations de circulation et des choses là, et qui sont simplement aussi enfermés, alors avec des finalités peut-être moins dramatiques, mais qui sont enfermés et dont on va exploiter juste cette capacité-là et dont on va l'instrumentaliser dès le départ en fonction des finalités de l'algorithme. Faire marcher l'algorithme, lui donner des données, si on peut dire ça comme ça, qui sont suffisamment efficaces pour son fonctionnement. Et ça pose d'ailleurs, dans les champs des computer science qui s'intéressent à cette question-là, c'est des questions comme « What actions are needed for understanding human action in video ?» C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin, en définitive, d'informations pour être capable de poser cette... de comprendre l'humain. Parce que, bien évidemment, la finalité, c'est que l'intelligence artificielle, enfin, dans certains de ces cas, c'est qu'elle doit faire sens de ce qui est produit, et est-ce que ce sens-là se produit avec l'aide, justement, des humains, pour comprendre des situations où, des fois, les humains eux-mêmes sont impliqués. Alors, j'avais promis un slide avec une voiture, et voilà, j'ai réédité ma présentation. Mais pourquoi j'ai repris ici, alors, du coup, pas moins pour parler du crowdsourcing, mais le fameux turc dont on parlait tout à l'heure, pour dire que cette question-là, comme pour le pigeon, elle ne se pose plus uniquement dans l'espace du numérique en tant que tel. Ici, vous avez l'exemple de RoboRace, c'est la velléité de proposer une nouvelle génération de courses de Formule 1 entièrement automatisées, hein, où le spectacle serait fait par l'intelligence qui pilote la machine. Et là, vous avez un dispositif dans lequel il y a encore de la place pour un humain. Ce qui est intéressant, c'était dans un article qui décrivait que si dans un nouveau circuit, ce système automatisé est capable de reconnaître le circuit et de petit à petit améliorer ses compétences. Mais ça prend énormément de temps. Le premier tour de circuit, en tout cas pour ce véhicule, est très long. Et dans ce modèle-là, l'avantage, c'est que vu qu'il y a une place pour l'humain, on fait rentrer l'humain, il fait quelques tours de circuit, et après on repasse la main à l'intelligence artificielle qui, lancée sur cette première base de learning, peut alors, elle, déployer après ses spécificités. Et donc c'est aussi peut-être des modèles mixtes, en fait, non pas que intelligence artificielle ou co-humain, mais non pas non plus humain et intelligence artificielle tout le long du trajet. C'est-à-dire que l'humain, là, est un peu juste un facilitateur, un initiateur, et après, il doit passer la main du volant comme... Ça pose aussi, et si j'avance un peu rapidement, ça va poser aussi un certain nombre de questions quand on regarde le type de production qui sont faites sur certaines de ces plateformes qu'on a évoquées à plusieurs reprises aujourd'hui. Et je trouve assez fascinant ce type de compagnie, hein, c'est 20 billion, qui en fait propose non pas... Enfin,
des formes de crowdsourcing, mais dans lesquelles les gens sont invités à faire des films dans lesquels ils se comportent comme des humains normaux. Donc il s'agit de nourrir l'intelligence artificielle avec des productions hétérogènes, mais qui ont été scriptées de telle manière que l'apprentissage de la machine soit facilité. Ce n'est pas tout et n'importe quoi. Donc il y a, par exemple, des gens qui vont, alors ils sont payés avec tout à fait la méthode qu'on a décrite et quelques poussières de centimes, aller dans un supermarché, se prendre en photo, enfin se faire filmer quand on est en train de faire des gestes pour prendre un légume. Ça va permettre de développer, c'est un cas concret, de développer un agent d'aide à faire des courses, par exemple. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que dans ce qu'ils appellent ces fabriques de données, c'est que là aussi, c'est un modèle hybride dans lequel l'humain est prié de jouer son rôle d'humain, mais avec une intention enfin, une destination qui est celle de l'intelligence artificielle. Et quand je vois justement, ici c'est un exemple de ces productions, c'est des gestes simplement qui ont été crowdsourcés, c'est-à-dire les gens sont invités à faire des gestes, mais selon certains critères, ou ici à filmer certaines séquences, effectivement, qui ont été délocalisées. Alors, la vidéo, c'est juste 20 secondes où on voit quelqu'un descendre un escalier avec son thé pendant que l'autre personne essaye d'ouvrir la porte, mais c'est scripté comme ça, c'est-à-dire que c'est cette séquence-là qu'il faut produire. Et donc, alors les finalités, ça, je ne les connais pas, mais c'est une demande qui est faite, c'est une situation type. Et on a évoqué ici plusieurs fois la question du rapport, notamment avec la sociologie, mais en voyant ces séquences-là, en voyant les séquences du magasin, je n'ai pas pu m'empêcher à penser notamment aux travaux de Franck Cauchois, qui lui, avec une sociologie, j'allais dire presque traditionnelle par rapport à celle-là, mais il va observer les comportements des utilisateurs dans les magasins, voir la manière dont ils prennent les sacs à commission, comme on dit en Suisse, comment ils se déplacent et tout ça. Donc une sociologie assez méticuleuse du geste, dont il y aurait ici un dédoublement, ou en tout cas une transformation dans l'univers du numérique. Et ici, on peut aussi penser aux travaux de Christian Lickop sur les phénomènes d'apparition ou de disparition à l'écran. Cette séquence de vidéo pourrait faire l'objet d'une analyse sociologique. Et ma question, c'est qu'est-ce que ça change quand le destinataire est une intelligence artificielle ? Est-ce que ça change quelque chose ? C'est juste une piste, mais quand on commence à participer d'une certaine manière à une mise en discours ou une mise en image ou une mise en rôle de nos activités d'humains pour la machine, qu'est-ce que nous faisons véritablement comme contribution à l'intelligence artificielle ? Alors, j'avance assez rapidement par rapport à l'ensemble de ces points. Ce qui, moi, m'intéresse aussi, c'est par exemple le type de discours. Alors là, c'est comment dire, justement un ouvrage de McAfee et Björn Olfisson qui avait écrit The Second Age of the Machine. Et j'ai pris juste cet petit extrait. C'est les gens are still more agile and dexterous than ever, than even the most advanced robot. Donc ils sont quand même plus agiles et plus adroits que les robots. Et ça va durer encore pendant un certain temps. Et puis donc il n'y a pas de problème à ce qu'ils coexistent avec ces machines. Pourquoi je sors cette citation pour plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'effectivement, par rapport à des gens qui réfléchissent à cette question-là, la métrique, c'est le robot et ce n'est pas l'humain. C'est-à-dire qu'en définitive, là, ce qui apparaît, c'est quels sont les avantages qui restent à l'humain par rapport à une espèce de, pas de fatalité, mais elle peut être perçue un peu comme ça, d'une automatisation possible. Donc une redéfinition aussi de ce qui fait la spécificité de l'humain, c'est-à-dire le territoire de ce qui est spécifique à l'humain est sans cesse redéfini, réécrit et étroitisé, on pourrait dire, et il est enfermé lui aussi, ce qui, moi, ça interpelle aussi sur les limites de ces enfermements, qui ne sont pas forcément liées uniquement justement à du crowdsourcing, mais d'une manière plus générale d'envisager le rapport entre les humains et les machines. Et alors, j'avais un peu menti en disant qu'il n'y avait qu'une seule image avec une voiture. Il y a deux images avec une voiture. Et la dernière image que je vais vous montrer, c'est une tentative un petit peu de synthétiser ce que j'ai dit assez rapidement maintenant, mais sur la manière de s'interroger par rapport à nos rapports avec les intelligences artificielles. Cette image que je vais vous montrer, je l'ai souvent utilisée pour indiquer justement à quel point
les nouveaux dispositifs techniques, et en l'occurrence les voitures automatisées, exigeaient d'une certaine manière à ce que l'humain fasse preuve de son humanité, que pour éviter de se retrouver écrasé, de se retrouver confondu avec les dispositifs techniques. C'est aussi une image assez classique qui date de quelques années. Voilà, une Google Car, c'est juste avant Thanksgiving, et on fait défiler des enfants en costume pour que l'appareil apparaisse à reconnaître des humains qui sont déguisés. Parce que l'enjeu, il est bien évidemment pas simplement de reconnaître la forme humaine telle qu'elle serait générique, et même avec des variations minimes qui sont quand même importantes, mais et dont on voit qu'elles posent déjà problème aux algorithmes. Si on pense ici à ce qu'on a vu aussi tout à l'heure sur les dimensions, disons, des fois parfois racistes des algorithmes, mais c'est un problème plus général. À quel moment est-ce que cette forme-là peut être associée à un humain? À quel moment ça doit déclencher un dispositif de sécurité? Pourquoi je dis que mon regard a changé par rapport à cette image? C'est parce que maintenant, je la vois pas uniquement alors comme cette thématique de l'enjeu de la reconnaissance, mais aussi comme une question sur peut-être les modes de travail de demain. Car tous ces gens qui sont là, ils sont là pour une seule raison, c'est-à-dire pour permettre à l'intelligence artificielle d'apprendre. Vous avez bien sûr le conducteur qui est là comme garant de sécurité, comme on l'a évoqué. Hein. Il est là pour rassurer d'une certaine manière, ou comme activateur de frein, si quelque chose de mal se passe. Il y a l'accompagnatrice qui fait de la médiation, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'expliquer aux enfants ce qu'ils sont en train de faire, mais il faut quand même les amener là, il faut les faire défiler devant le capteur, et il faut que ça se passe bien, et que voilà. Et elle je sais pas quelle est sa motivation, comment elle a été payée pour faire cela. Et alors c'est pour ça que je prends ce petit texte-là que j'ai pris sur Gizmodo, mais qui citait justement cet article-là. Alors ils disent, bon, comment Google, en train de leur jolie petite voiture, mais le terme qui m'a fait c'est Google bribes the little kiddies to play around the car. C'est-à-dire que même là, c'est-à-dire faire venir jouer des enfants devant la voiture, ils sous-entendent que c'est déjà une forme, non pas forcément, enfin une transaction financière. C'est-à-dire qu'il faut les intéresser. Alors je ne sais pas quelle est la nature du bribes, c'est-à-dire est-ce que c'était de l'argent, des bonbons ou quoi. Mais ça me fait penser aussi, c'est-à-dire que nous, en tant que, même si nous ne sommes que des passants, on pourrait dire, ou des spectateurs, à quel moment justement cette rétribution elle arrive? Elle peut être sous forme symbolique, elle est les formes de renforcement positif, je ne sais pas, des likes que l'on reçoit, ça peut être aussi ces micro-versements qu'on a payés. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'en définitive, tous les gens qui sont sur cette photo contribuent et peut-être, on pourrait le dire, travaillent déjà pour l'intelligence artificielle. C'est sur cette question que je vous laisse. Je vous remercie de votre attention. Merci.